Dans un instant, 39-21, nous nous plongeons dans vos souvenirs. Un professeur, un instituteur a-t-il marqué votre vie? Nous vous posons la question à l'occasion de la sortie du documentaire Mon maître d'école. Appelez-nous au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, une question. Porter ou pas la kippa? Voilà, le débat a été lancé hier par le président du consistoire de Marseille qui, à la suite de l'agression d'un enseignant français juif à Marseille lundi, a conseillé de ne pas porter la kippa, mais son appel, il faut le dire, n'est pas très bien passé, visiblement au sein de la communauté juive. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Vous êtes à la Grande Motte, dans l'Hérault. Oui, tout à fait. Vous portez la kippa d'habitude? Non, pas du tout. Je ne la porte que dans la sphère intime et purement pratique religieuse, c'est-à-dire lorsque je vais quelquefois au temple ou dans des cérémonies qui se passent uniquement à l'intérieur de mon habitation. Pas dans la rue. Pas dans la rue. Et Moi, vos proches font comme vous, Jacques? Vos Oui, proches, bien je sais pas, votre famille Oui, bien sûr, tout à fait. Bien Personne ne va dans la rue avec la kippa assez non, naturellement? Non, D'accord. non. Et je considère que le débat qui a été lancé par l'initiative du rabbin de Marseille, à mon sens, est malvenu. Et elle était inutile, prise dans l'émotion, et ça je veux bien l'admettre. Mais en réalité, on a focalisé, avec cette initiative, on a focalisé sur une pratique qui n'est qu'un aspect minime de la pratique religieuse pour ceux qui veulent s'y soumettre. Là, qui passait quoi? C'est un morceau de tissu qui, quelquefois, est totalement vierge de toute inscription, mais qui obéit, à mon sens, à une prescription pour ceux qui sont très religieux, c'est d'être en permanence la tête couverte face à Dieu pour lui montrer le respect de l'humain à l'égard de Dieu. D'accord. La meilleure preuve, c'est que lorsque on n'a pas dans la pratique religieuse pas de kippa, on met un chapeau, on met une casquette, et il nous arrive même, en tout cas il m'est souvent arrivé parce que je ne suis pas un pratiquant absolu, lorsque j'étais obligé de me couvrir la tête, de mettre un mouchoir sur la tête. Ce que je veux dire, c'est que donc dire on ne porte pas la kippa, ou on porte la kippa, c'est mettre un éclairage vraiment très ciblé sur ce qui peut être substitué par le port d'une casquette ou le port d'un chapeau. Je comprends votre raisonnement, Jacques. Ceci dit, la question posée n'est pas tout à fait celle-là, même si votre raisonnement est très intéressant à entendre, bien sûr. Mais là, pour le coup, ce qu'a dit le président du consistoire à Marseille, c'est vous portez une kippa d'habitude, ne le faites pas pour votre sécurité. Parce que vous avez sans doute des amis à vous qui ont des kippas. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que vous leur dites? Un bon copain à vous qui sort avec une kippa dans la rue, vous lui dites quoi ce matin? Garde-la, enlève-la. Je lui dirais qu'il a des moyens pour répondre, car l'objection du rabbin, c'était de dire, vous pratiquez, ne renoncez pas à votre pratique qui consiste à porter la kippa pendant un certain temps. Et moi, je réponds, on peut très bien continuer à s'affirmer comme on l'est, à avoir la tête couverte et à porter un couvre-chef qui n'est pas nécessairement une kippa. La donc kippa vous n'est dites, pas une obligation. j'ai entendu ça, Jacques. C'est simplement d'être couvert. C'est ça. Mais donc, Jacques, en fait, vous dites, cachez la kippa, mettez un chapeau. Ah oui, pour une pratique laïque dans l'espace public, moi, en tant que juif, je considère effectivement... Mettez un chapeau, cachez la kippa. D'accord. Et si je veux absolument montrer à l'extérieur un respect à l'égard de Dieu ou de quelconque être suprême, à ce moment-là, je peux très bien mettre autre chose qu'une kippa. L'essentiel, c'est d'avoir la tête couverte. Donc, focaliser sur la kippa, c'est attirer l'attention sur une pratique sur l'espace public, alors que dans l'espace public, on peut ne pas porter une kippa. Merci Jacques. Et si je peux me permettre un conseil, vous êtes à la Grande Motte, hein, sortez couvert. Je vous souhaite une bonne journée. Ne vous inquiétez pas, c'est bien le cas. Merci, au revoir. Bonne journée, Jacques. Bonjour, Virginie. Bonjour. Vous êtes à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. C'est ça. Traditionnellement, vos enfants portent la kippa. Voilà, nous, on est des juifs pratiquants, traditionnalistes. Donc, moi, mes enfants sont dans une école juive depuis leur tout début de scolarité. Mon fils, le plus âgé, a toujours éprouvé le besoin de mettre une kippa. Donc, avant, il mettait sa kippa où il allait, avec les titites. Kippa, titite, c'était, il voulait. Je le laissais faire. C'est quoi? J'ai pas compris ce que vous disiez avec on porte aussi sur nous une kippa ou des titites, c'est aussi un autre signe religieux, c'est un vêtement qu'on doit porter sur nous aussi. Bref, voilà, donc mon fils en a éprouvé le besoin, je le laissais faire.
Oui. Malgré suite ce qui s'est passé à Hypercachère, à Saint-Mandé, comme nous on habite à côté. Oui. Voilà, donc là j'ai arrêté de lui mettre. D'accord. Mais ce que je trouve inadmissible aujourd'hui, c'est qu'on nous dise en tant que juif de France en 2016 qu'il ne faut pas mettre la kippa. Pour la sécurité. Hein. Enfin, le rabbin, pas le rabbin, mais le président du consistoire a dit je regrette d'en arriver là, mais c'est pour la sécurité de chacun. Après, c'est le débat, justement. Mais vous n'acceptez pas ça. Non, je n'accepte pas. On s'est assez caché dans notre histoire. D'accord. Pour nous, non, moi je n'accepte pas. Je trouve pas ça normal et pour moi c'est une fausse excuse, comme disait Monsieur Mergui. C'est pas la kippa qu'on doit enlever, c'est le terrorisme en France. Évidemment. Voilà, donc la kippa c'est une fausse excuse. Comme je disais, demain je fais mes courses, je fais tous les jours mes courses à l'Hypercachère. Je vais aussi arrêter de faire mes courses. Et donc, et donc vos enfants continueront à sortir avec leur kippa? Mon fils continuera tant qu'il le veut. D'accord. Je fais très attention maintenant quand on sort, mais il continuera à mettre sa kippa. Je suis en France. Maintenant, si ça devient vraiment grave, qu'on n'est plus en sécurité, comme avec mon mari, on pensera faire notre alia aussi. C'est malheureux à dire, mais la France, c'est notre pays, mais on voit qu'on n'est pas en sécurité. Donc vous pourriez partir en Israël. Bien sûr. Au moins être en sécurité, porter une kippa sans qu'on se fasse agresser. Mais franchement, le souci, c'est pas du tout le port de la kippa. C'est surtout le terrorisme et qu'on est une cible constante. Je vous dis... L'un ne s'oppose pas à l'autre. Tout à l'heure, je vous ai dit évidemment, parce que évidemment qu'il faut combattre le terrorisme. L'un ne s'oppose pas à l'autre. C'est pas parce qu'on va enlever la kippa, par hypothèse, qu'on va cesser de lutter contre le terrorisme. Voilà, mais même si nous on enlève la kippa, on est quand même des cibles. On va faire nos courses dans des hypercachères, on est des cibles. D'accord. On va manger, on est des cibles. On n'est plus en sécurité malheureusement. D'accord. Merci beaucoup Virginie. Merci. Donc vous êtes à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne d'avoir composé le 3921 pour nous livrer votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, bonne journée. Bonjour Dany. Bonjour. Vous êtes à Paris? J'habite Paris dans le 14e, oui. Dans le 14e. Et vous, quand vous entendez le président du consistoire à Marseille donner le conseil qu'il a donné? Je suis absolument contre. Je suis française, juive, républicaine, et je suis absolument contre la position du président du consistoire de Marseille. On a le droit de porter la kippa. On a le droit... ce sont des barbares. De toutes les façons, ce sont des barbares. Manuel Valls a fait un excellent discours samedi soir à l'Hypercachère. Il faut lutter contre ça. Ce n'est pas en nous cachant. Ilan Halimi ne portait pas la kippa. Il était simplement juif. Nos parents, nos grands-parents ont été déportés. J'ai vécu dans un pays arabe jusqu'à l'âge de 16 ans. Les Juifs ont été horriblement maltraités. J'ai vu des librairies juives se brûler quand Nasser est arrivé à Casablanca. Et dès qu'il manquait de la farine ou du sucre, les Arabes disaient que c'était la faute des sales Juifs. Non et non. On en a marre. On doit porter la kippa. De toute façon, c'est un signe. Le pape porte, ça s'appelle pas la kippa. Ça s'appelle la calotte. Les évêques, les imams, ils portent un chapeau. Ils portent quelque chose. Pourquoi se cacher? Vous savez, j'ai vécu à New York pendant 15 ans. Dans les universités, que ce soit Harvard, Stanford, Yale, tout le monde porte la kippa. Les étudiants qui veulent porter la kippa la portent. Les gens dans la rue la portent. Les avocats en cours la portent. Oui, mais là, c'était à la suite. Oui, non, je comprends votre raisonnement. Je le répète à chaque fois parce que, en fait, si la question s'est posée depuis hier soir, c'est parce qu'un membre important de la communauté juive, ému par ce qui s'était passé à Marseille, a donné ce conseil, a-t-il dit encore une fois, pour la sécurité des gens. Et voilà, c'était dans cet esprit-là qu'il donnait ce conseil. Mais j'entends bien votre raisonnement. Vous êtes très hostile à ce qu'il a dit. La solidarité, normalement, les Français, s'ils étaient solidaires, il faut qu'ils soient solidaires. Mais tous les Français, vous-même, Jean-Michel Apathy, vous devriez porter un jour ou deux la kippa. On ne demande pas de la porter tous les jours, mais portez-la, que les Français la portent. Le grand rabbin de France, hier, a dit, pour le match OM Montpellier, porter un couvre-chef. On ne leur demande pas de porter la kippa, on leur demande de porter une casquette, de porter un chapeau, mais on a le droit. Mais moi, vous savez, moi je ne porte pas de kippa étant donné que je suis une femme. Mais tout à l'heure, je vais aller rue des Rosiers, je vais aller m'acheter une belle étoile de David et je vais la porter, alors que je n'ai jamais porté de signe religieux sur moi. J'entends bien, Dany. Et puisque vous m'avez sollicité
je peux vous assurer de ma plus complète solidarité, sans peut-être aller jusqu'à mettre la kippa. Mais ma solidarité vous est entièrement acquise. Non, mais ça, je n'en doute absolument pas. Et je comprends le raisonnement qui est le vôtre. Vous avez il y a eu un très très beau discours du roi Juan Carlos en 1992, quand il est parti à la Knesset. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est le Parlement israélien. Oui. Quand il s'est excusé auprès de la commune, auprès des Juifs pour Isabelle la catholique et Ferdinand, lorsqu'ils ont, ce sont mes arrière grands-parents qui étaient des Juifs espagnols de Tolède et de Cordoue. Il s'est excusé. Il a dit, quand un pays perd ses Juifs, il perd tout. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Le gouvernement fait ce qu'il peut. Écoutez, Manuel Valls est fantastique, François Hollande est fantastique. On ne peut rien leur reprocher. Malheureusement, il ne peut pas mettre un policier après chaque juif, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. En tout cas, merci. Le gouvernement fait tout. Voilà. Mais merci, Dany, on a bien compris et votre état d'esprit, votre raisonnement, et ce que vous avez dit de votre expérience personnelle dans votre jeunesse était touchant. Je vous remercie d'avoir appelé le 3921, Dany. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée à Paris. Donc vous le voyez, les appels sont à peu près unanimes. Il faut continuer à porter la kippa, ne pas céder contre le terrorisme, même si, je le rappelle, le conseil qui a été donné, il était dans un certain état d'esprit. Et ce midi, nous faisons appel à vos souvenirs. Un professeur, un instituteur vous a-t-il marqué dans votre vie? Nous vous posons la question à l'occasion de la sortie d'un documentaire, Jean-Michel, Mon maître d'école, aujourd'hui au cinéma. Voilà, c'est un très beau documentaire. Virginie Salmen en a parlé tout à l'heure dans le journal d'Europe Midi. Nous vous invitons à aller le voir ce week-end, si vous avez un peu de temps, aller au cinéma, aller voir ce documentaire, donc avec Jean-Michel Burel. Vous en êtes la vedette. Merci d'être avec nous. Là, vous êtes devenu une vedette de cinéma. Non, pas tout à fait. Quand même, pas tout à fait. Je suis devenu l'image du documentaire, l'image principale. Mais l'image d'enseignants qu'on aime avoir, qu'on aimerait avoir, dont on n'est pas certain, mais on se trompe, dont on n'est pas certain qu'ils existent encore beaucoup dans l'école française. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui exercent leur métier avec passion et avec l'idée que je me fais de la pédagogie et tout. En milieu rural, je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir Émilie qui m'a mis en valeur. Émilie, qui est la réalisatrice de la documentaire. Émilie Théran. Oui, Maxime. Moi, je rappelle juste le principe de ce documentaire. Émilie Théran vous a suivi pendant 1 an, votre dernière année à la tête d'une classe dans une petite école, dans un petit village du Gard. Tout à fait. Voilà. Année 2011-2012. Et elle m'a suivi dans mes activités de tous les jours, sans aucun montage, sans aucun... Et ça n'a pas modifié votre façon d'enseigner? Vous étiez naturel devant la caméra? Absolument pas. Vous avez un tempérament d'acteur. À mon avis, on va vous proposer d'autres rôles pour d'autres films. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Toulouse. Bonjour. Oui, merci de prendre mon appel. Moi, très récemment, j'avais une prof qui était super, qui était un peu un mélange entre Jeanne Moreau et Lynn Renaud. Ses cours de français étaient vraiment un cours de théâtre. Oui. Elle nous a donné envie d'aimer sa matière. Et ça me fait penser un peu à ce genre, au film de votre invité. C'est ça. Donc, elle vous a donné envie, c'est-à-dire quand vous entriez dans sa classe, vous disiez je vais apprendre quelque chose, il va se passer quelque chose. C'est quand elle rentrait. Oui, quand vous entriez dans la classe, sous-entendu, elle y était déjà, mais enfin, quand elle rentrait, voilà, c'est ça. On s'attendait à tout. Et je vais vous dire, c'est un très bon moyen de retenir les choses aussi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Restez avec nous, Mathieu. En fait, vous voyez, on en parle, mais il y a une dimension d'acteur. C'est ce que dit tout de suite Mathieu. On occupe l'espace, on occupe la scène. Un enseignant dans une classe, ou que ce soit une classe primaire ou une classe secondaire, c'est quand même un petit peu un acteur, dans le sens où il faut qu'il décongestionne la classe. Il faut du rire dans une classe, il faut des moments de détente, il faut du travail sérieux. Mais c'est un savant dosage qu'il faut savoir. Donc on est un peu un acteur. Vous avez enseigné 40 ans, c'est ça 40 ans. On peut dire que la 40e année, vous étiez très différent des premières années. Vous avez beaucoup appris ou pas vraiment? Je ne pense pas avoir été très différent. Ce caractère-là, ce caractère un peu blagueur, de rigolade avec les enfants et tout, je pense que je l'ai toujours eu. J'ai toujours aimé entendre ma classe rire au moins une fois dans la journée. Et éclater de rire même. D'accord. Mathieu, une enseignante, vous le disiez, les autres non? Vous êtes un peu ennuyé en classe ou... Non,
après, j'ai d'autres Il y en a enseignants qui m'ont d'autres. marqué, mais vraiment, elle m'a bien marqué parce qu'elle enseigne toujours. D'accord. Elle est vraiment. C'est un peu comme une prof que vous ne pouvez pas oublier. C'est pas. D'accord. D'accord. Vous dites son nom de... Elle s'appelait comment? Elle s'appelle comment? Oh, elle s'appelait Madame Hureau pour les intimes. D'accord. Parce qu'en général, voilà, je voulais vérifier, on s'en souvient. C'est des noms qui peuvent vous accompagner toute la vie, les noms de vos enseignants comme ça. Merci Mathieu de nous avoir d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Et Merci. bonne journée à Toulouse. Bonjour Marilène. Oui, bonjour. Vous êtes à Céris, en Seine-et-Marne. Tout à fait. Et vous aussi, vous avez un professeur qui vous a marqué dans votre scolarité. Complètement. C'était en 3e, pareil, une prof Oui. de français. Oui. Et franchement, je reviens sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. C'est pareil. Quand elle rentrait, elle embarquait tout le monde. Mhm. Voilà, ça s'explique pas. Il y a quelque chose qui se passait et voilà, elle nous a donné envie de lire des pavés. Oui. On ne pouvait pas lire quand on était jeune avant. Elle vous a donné le goût de la lecture. Ah, elle m'a donné le goût de la lecture. Avant, vous ne lisiez pas. Ou vous n'étiez pas très porté sur les livres. Un petit peu, mais pas les grands classiques. Elle nous a lancé sur Zola, Flaubert. Oui, Voilà, ça a été fantastique. Ça a été une découverte, une révélation. Et moi, j'ai transmis ça depuis à mes enfants. Donc, forcément, ça m'a marqué bien sûr. infiniment. Oui, c'est un beau cadeau quand quelqu'un vous éveille à la lecture, vous donne envie de lire. Surtout que voilà, elle arrive, elle nous emporte. Et pourtant, c'était une bosseuse, il fallait travailler, mais d'arrache-pied. Mhm. Mais tout d'un coup, il se passait un moment de grâce, et puis voilà, tout se passait là. Restez avec nous, Marilène. Oui, allez-y, Jean-Michel Burel. Je pense que on enseigne bien ce que l'on aime bien. Je le dis dans le film, et j'en suis persuadé. Quand on a une matière qu'on aime bien, eh bien on la transmet bien. C'est indispensable à la transmission. C'était une vocation pour vous, Jean-Michel Burel, l'enseignement? Vous êtes dit très tôt je ferai ça? C'était pas une vocation au départ, puisque j'ai rejoint l'école normale un petit peu par nécessité, mais très vite c'est devenu une vocation. Très très vite, les premiers mois. Vous avez tout de suite senti que vous aimiez ça? Ah oui. Maxime? Est-ce que vous aviez des chouchous? Ah non, non. J'ai gardé ma fille pendant toute sa scolarité dans ma classe. Elle a fait toute sa scolarité primaire avec moi. Vous lui en parlerez, vous verrez que c'était pas une chouchou du tout. C'était plutôt le contraire même. Ah, quand même, on a du mal à imaginer que... Il y a tout comme les professeurs, les élèves peuvent être un peu subjugués par leur instituteur, puisque vous étiez instituteur, mais vous-même, 1, 2, 3 élèves ont dû vous marquer davantage que les autres. Voilà. C'est sûr, mais... séduire davantage que les autres. Moi, j'avais... peut-être j'étais à l'écoute particulière des enfants en difficulté, parce que j'ai toujours considéré qu'un enfant qui n'a aucun problème de scolarité, à la limite l'ESTIT il en a presque pas besoin. L'ESTIT, il est là pour le guider, lui apprendre à apprendre. Des élèves qui vous attirent plus parce que, je sais pas, ils ont quelque chose, non? Non, j'ai pas. Moi, c'était le caractère rural, la petite structure faisait que c'était une famille. Nous, on était tous. Quand on allait faire des rencontres sportives à Alès, par exemple, dans le cadre de l'UCEP et tout, quand il y avait des petites bagarres, ça arrivait. Ils se regroupaient tous autour de moi. C'était la famille. Marilène, vos enfants, vous êtes soucieuse vous connaissez les enseignants de vos enfants? Oh oui, énormément. Je suis très très attentive à leur scolarité. D'accord. Et donc vous rencontrez les professeurs ou les instituteurs et vous retrouvez un peu de ce que vous avez connu, c'est-à-dire quel regard vous portez sur les enseignants d'aujourd'hui? C'est un peu ça ma question. Le sujet est très vaste et nous pourrions rester très 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 longtemps à discuter tous les deux. Mais je sais que vous avez un esprit de synthèse développé, je le sens. Voilà, oui, alors je vais essayer de faire simple. Je ne suis pas vraiment en accord avec l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai des enfants qui ont la chance d'être brillants et avec une maman qui les suit. Oui. Mais je suis inquiète du petit plus que moi je pouvais avoir quand j'étais jeune. La petite étincelle. J'ai l'impression que beaucoup de professeurs ont perdu cette petite étincelle aujourd'hui. D'accord. Ben, voyez que vous avez un esprit de synthèse formidable. J'ai essayé de faire court. C'est très gentil, Marilène. Vous êtes à Céris en Seine-et-Marne et je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Jean-Paul. Bonjour, monsieur Apathy. Vous êtes à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Oui, monsieur Apathy, c'est ça. Donc, je voudrais vous narrer ma petite histoire scolaire du lycée du collège Saint-Nicolas à Merdrignac. D'accord.
À cette époque-là, vous savez, on passait pas les brevets directement. Oui, le certificat d'études. Oui, c'est ça. Hein. Eh oui. Et alors, comme j'ai pas réussi du premier coup, je me suis fait bien remonter mes bretelles, n'est-ce pas? Bah oui, normal. Hein. Et j'ai présenté mes doigts. Et il m'a dit, toi, mon coco, si tu n'as pas ton certificat d'études, ça va barder. Donc tous les soirs, j'étais convoqué. Par quoi? Par l'instituteur? Qui était en même temps le directeur de l'école, qui s'appelait l'abbé Péchon. Et tous les soirs, je faisais des dictées. Et j'ai repassé mon certificat en tant que certificat adulte. Je l'ai eu. Ah. Et voilà. Vous avez dans la suite, la vie étant ce qu'elle était, je me suis retrouvé dans la vie active en tant que directeur de société. Voilà. Et un jour, j'ai eu à répondre sur un appel d'offres à Saint-Brieuc pour le diocèse de Saint-Brieuc. Mon entreprise a été retenue. Et au cours de la signature des marchés, je vois une personne au bout de la salle qui était l'abbé Péchon. Voilà. Et on s'est tous présentés. Et au moment, je l'ai regardé dans les yeux, il m'a regardé, il m'a dit, mais t'es qui, toi? Et là, je lui ai dit, toi, moi, je suis Jean-Paul de Merdrignac, où vous m'avez fait repasser mon certificat. Il m'a dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Et moi, je vais te signer ton marché. Il a eu dans ses yeux, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, monsieur Apathy. Des brillances. Oui, il était heureux. Voilà. Il était heureux d'avoir. Et il m'a dit, toi, je vais signer ton marché des 2 mains. C'est une belle histoire, Jean-Paul. Merci. Merci beaucoup, Jean-Paul, donc, à Saint-Brieuc. Merci de votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Jean-Michel Burel, voilà, on marque la vie des gens. Je pense qu'un instituteur est toujours très heureux de retrouver ses anciens élèves. Moi, ça m'arrive fréquemment. Dernièrement, j'ai retrouvé une de mes élèves que j'avais perdue de vue depuis ma première année. Et je l'ai retrouvée avec un immense plaisir, grâce au film d'ailleurs. Mais c'est toujours une grande fierté pour un enseignant de voir un de ses élèves venir lui dire « Vous savez, c'est un peu grâce à vous si je suis devenu ce que je suis ». Voilà, je vous remercie beaucoup, Jean-Michel Burel, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1, d'avoir partagé ce moment avec les auditeurs d'Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle le titre du documentaire, Mon maître d'école, qui est à partir d'aujourd'hui dans les salles de cinéma.